est un élément essentiel à la vie. Sa maîtrise, un enjeu capital pour les êtres humains qui n'ont jamais cessé, au cours de l'histoire, d'inventer des procédés pour la conserver et la transporter le plus rapidement et le plus efficacement possible. Le puits en est l'exemple le plus banal, et l'aqueduc le moyen le plus innovant. Celui-ci, toujours utilisé aujourd'hui pour alimenter les réseaux de canalisation modernes. La fontaine, quant à elle, joue un rôle plus contradictoire. À la fois moyen de pourvoir en eau une population conséquente, elle est aussi ornementation, décor et spectacle urbain. Dès l'Antiquité, on retrouve dans toutes les civilisations des systèmes d'irrigation pour acheminer l'eau et des moyens de rétention. De grands bacs en pierre qui conservent l'eau potable et permettent un accès facile à la précieuse ressource. Ainsi, la découverte dans les ruines d'un temple sumérien d'un bassin en pierre orné et sculpté datant de près de 20 siècles avant Jésus-Christ nous donne une idée de la naissance de la première fontaine. La civilisation qui va véritablement exploiter le potentiel des fontaines est celle des Romains. En effet, d'après les écrits du consul Frontin, la Rome antique était une véritable ville de fontaines. On ne dénombrait pas moins de 39 édifices monumentaux à vocation honorifique, dénommés nymphées, et près de 600 bassins publics ornés. Il n'existe aucun document sur la cité de Paris pendant l'Antiquité gauloise qui n'a pas transmis, comme on sait, d'écrits historiques. Il faut attendre la période romaine, aux environs de 50 avant Jésus-Christ, pour qu'une alimentation en eau de source soit mise en œuvre. Les Romains, lorsqu'ils se sont installés sur le site de Paris et qu'ils ont construit des temples, des arènes et des thermes, puisque vous savez que les Romains avaient le goût des bains, le problème a été comment alimenter ces thermes. Les thermes parisiens les plus connus sont les thermes de Cluny, où se trouve aujourd'hui le musée du Moyen-Âge, et ces thermes étaient évidemment sur une hauteur, et il était impossible de faire remonter l'eau de la Seine. Donc la seule solution pour alimenter ces thermes, c'était d'aller chercher des eaux un peu plus haut en altitude, et les Romains ont été capter des sources, drainer des terrains du côté de Rungis. Et ils ont amené ces eaux de Rungis par un aqueduc qui s'appelle l'aqueduc de Lutèce et qui était une sorte de canal qui longeait la rive droite de la Bièvre jusqu'au point le plus étroit de la vallée, au niveau d'Arcueil-Cachan. Et cette conduite traversait la vallée de la Bièvre sur un pont aqueduc pour rejoindre la rive gauche de la Bièvre. Et cet aqueduc entrait dans Paris au niveau de l'actuel parc Montsouris pour alimenter ensuite les thermes de la rive gauche. Donc c'est un système gravitaire, hein. L'eau, elle suit la pente pour aller de Rungis à Lutèce. Les canaux de l'aqueduc romain sont constitués de pierres amalgamées qui forment un tuyau d'un diamètre de 50 à 60 cm. Ils sont ouverts, mais tout de même recouverts d'une dalle dans les passages possiblement polluants. L'aqueduc suit la pente naturelle et coule ainsi en traversant la vallée de la Bièvre, puis arrive à Paris pour alimenter un grand réservoir situé vers le Panthéon actuel. On ne sait pas s'il y avait des fontaines publiques dans la Lutèce romaine, mais par comparaison avec ce que l'on peut voir, par exemple, à Pompéi, on peut imaginer qu'il y avait quelques fontaines publiques dans les rues de Lutèce, mais on n'en a gardé aucune trace. À la chute de l'Empire et de sa civilisation, les travaux romains tombent dans l'oubli. Les usages pour l'eau reviennent à ce qu'ils ont toujours été. La population parisienne a pendant longtemps à nouveau utilisé exclusivement l'eau de la Seine, hein, l'eau de la rivière, hein, qui était à portée de la main, de bonne qualité et abondante. Hein. Et au fur et à mesure que la ville s'est agrandie et qu'on s'est éloigné plus ou moins de la rivière, on a utilisé aussi une autre ressource, c'est l'eau des puits. Les puits, il était relativement facile d'en creuser sur la rive droite
parce qu'en fait, la nappe phréatique sur la rive droite est à faible profondeur. À 2-3 mètres de profondeur, on peut atteindre cette eau. Alors que sur la rive gauche, il faut creuser à 10, 15, 20 mètres pour avoir de l'eau. Et c'est ce qui explique que pendant longtemps, la ville s'est étendue plutôt sur sa rive droite, car il était facile d'y creuser des puits. Il faut attendre les XIIe et XIIIe siècles pour qu'une eau captée à la source entre à nouveau dans Paris. Sous l'influence chrétienne et catholique, la vie monacale se développe. Des abbayes voient le jour, comme la communauté religieuse de Saint-Martin-des-Champs et celle de l'enclos Saint-Lazare, qui s'établissent en dehors de la ville, au nord-est. Ces communautés religieuses étaient établies sur la rive droite, donc assez loin de la rivière, et avaient des besoins en eau, puisqu'il ne faut pas oublier que les communautés religieuses avaient vocation de soins aux malades. Et il se trouve que ces grandes abbayes, ces grands établissements religieux de la rive droite possédaient sur les hauteurs où nous nous trouvons aujourd'hui des champs, des vignes, des cultures. Et ils avaient noté que sur ces hauteurs, l'eau suintait un peu partout à cause de la géologie des terrains qui sont composés au sommet d'une couche imperméable recouverte d'un peu de sable. Et évidemment, l'eau de pluie passant à travers le sable était arrêtée par cette couche imperméable et l'eau suintait un peu partout. Et comme les établissements étaient en contrebas, l'idée est venue de drainer ces eaux des hauteurs de l'Est parisien pour les amener par gravité, là aussi en suivant la pente, vers ces établissements de la rive droite. Donc ces travaux ont été faits à partir de 1178, d'abord pour alimenter des communautés religieuses de la rive droite. Paris n'a pas encore de fontaine publique et c'est à peu près à la même époque que le roi Philippe Auguste, qui a fait de Paris sa capitale, qui a créé un grand marché central, qui sont devenus les Halles, hein, et c'est au cœur de ce marché qu'ont été établies les premières fontaines parisiennes. Et où est-ce que la ville est allée chercher son eau? Et bien, comme les religieux, sur les hauteurs de Belleville, Ménilmontant, Pré-Saint-Gervais, les Lilas, hein, pour citer les noms actuels. Et pendant 500 ans, du XIIe siècle au XVIIe siècle, les fontaines de Paris n'étaient alimentées que par ces sources de l'Est parisien qui s'appellent les sources du Nord. Les regards sont des ouvrages édifiés en pleine campagne à cette époque et fermés à clé car ils ne sont destinés qu'à alimenter la ville. Les paysans alentours n'y ont pas droit et s'exposent à de lourdes condamnations s'ils s'y aventurent. C'était un système qui était directement inspiré de ce que faisaient les Romains, hein. Chaque regard alimentait le suivant et après alimentait les fontaines. Et chaque fontaine alimentait la suivante, qui alimentait la suivante. Donc évidemment, lorsque l'on était au bout de la ligne, on peut bien s'imaginer que dans certains quartiers, lorsqu'il y avait des années de sécheresse ou des fuites, etc., eh ben, les fontaines de certains quartiers n'étaient plus alimentées pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça a toujours été des débits très faibles, mais ces vieilles sources ont quand même été, pendant 5 siècles, ont vraiment rythmé la vie quotidienne des Parisiens autrefois, puisque les Parisiens, dans leurs fontaines, n'avaient que ces eaux des hauteurs de l'Est parisien. L'eau est précieuse. L'une des dernières fontaines publiques médiévales encore visibles, mais qui n'est désormais plus alimentée, est celle des Innocents. Édifiée au XIIe siècle par Philippe Auguste lorsqu'il déplace la foire Saint-Lazare dans l'actuel quartier des Halles, la fontaine était adossée à l'église des Saints-Innocents et de son cimetière. Puis, elle est reconstruite en 1549 par l'architecte Pierre Lescot et le sculpteur Jean Goujon pour célébrer Henri II au retour de son sacre à Reims. Elle trouve sa place actuelle au XVIIIe siècle, quand le cimetière des Innocents est vidé pour devenir une place de marché.
Lescaut, c'est l'architecte du Louvre, bien sûr, et Jean Goujon, c'est vraiment le sculpteur de la grâce française, d'esprit très école de Fontainebleau, Bélifontain, c'est-à-dire des canons de ces femmes très allongées, très hautes, très sinueuses, aussi en situation de contrapposto, même si c'est des reliefs, c'est-à-dire en situation de giration sur elles-mêmes, évoquant à nouveau les eaux. Alors, ce qui est très important, c'est que vous avez l'alliance d'une architecture renaissante avec des pilastres, donc avec un ensemble très homogène, et vous avez l'introduction d'une animation de ces façades, de cette rigueur, de cet ordonnancement des symétries sur les quatre côtés. Eh bien, les nymphes, en fait, vous accompagnent dans votre mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous avez toujours une nymphe dont le regard, dont le visage est tourné vers vous, qu'elle se présente de face ou qu'elle se présente de dos et qu'elle se retourne vers vous. Donc il y a une double giration, une giration qui est voulue par l'artiste et une giration qui est en somme à l'initiative du spectateur. Le principe de la vasque, du bassin qui a été ajouté, fait que cette circonvolution, ce tour autour de la fontaine est encore évidemment rendu plus naturel. Quant à la rive gauche, il faut attendre la construction du palais du Luxembourg pour qu'une eau courante y soit installée. Marie de Médicis, qui en a ordonné la construction au début du XVIIe siècle, est en effet native d'Italie, où l'eau est disponible partout dans les palais et les jardins. Elle a chargé ses ingénieurs de rechercher des sources pour alimenter son nouveau palais du Luxembourg. Et évidemment, ces ingénieurs ont retrouvé les traces de l'ancien aqueduc de Lutèce et sont remontés jusqu'à Rungis, ont capté des sources dans la même zone où l'avaient fait les Romains pour construire un nouvel aqueduc qu'on appelle l'aqueduc Médicis ou l'aqueduc d'Arcueil, dont la première pierre a été posée en 1613. Les eaux de cet aqueduc sont arrivées au Luxembourg en 1623 et 5 ans plus tard, en 1628, on a pu alimenter les premières fontaines de la rive gauche. Donc il n'y a pas de fontaine sur la rive gauche avant 1628, avant le XVIIe siècle. Témoin de cette nouvelle abondance, la fontaine de Médicis, construite en 1620, mais considérablement réinterprétée au XIXe siècle. Aujourd'hui encore, en phase de restauration, elle raconte la lutte de l'homme contre la nature, la domestication du sauvage au nom de la civilisation. Nature et culture, finalement, cette fontaine. S'il fallait lui donner un autre nom que fontaine de Médicis, ce serait ça. En plus, elle est bien placée dans un endroit arboré. Donc, c'est un peu ce qu'on attend de la fontaine. La fontaine, c'est l'irruption au cœur de la ville des forces naturelles qui viennent de la campagne, qui viennent... C'est Paris qui est, grâce à ces aqueducs, qui est, au fond, alimenté par la nature. Parallèlement à tout ça, au début du XVIIe siècle, notamment pour alimenter des établissements royaux comme le Louvre, on a eu aussi l'idée de mettre cette fois-ci un peu de technologie, de ne plus confier l'alimentation en eau à la simple gravité, aux simples pentes. Et grâce à des ingénieurs flamands notamment, on a établi à Paris des pompes. C'était des moulins à eau, dont les aubes, les roues entraînaient des pompes qui remontaient l'eau de la rivière à une certaine hauteur dans un bâtiment. Et de ce point haut du bâtiment de la pompe, l'eau pouvait partir alimenter notamment le palais du Louvre. Au XVIIIe siècle, avec l'invention de la machine à vapeur, des pompes à feu, autrement dit des pompes alimentées au charbon, sont installées sur les rives de la Seine. Il y a d'abord celle de Chaillot, au niveau de l'actuelle maison de la radio,
puis celle du Gros Caillou, au niveau des Invalides. Les deux pompent l'eau de la Seine pour alimenter de grands réservoirs qui desservent ensuite l'eau dans Paris. On voit quand même que ces deux grandes pompes à feu au XVIIIe siècle ont été installées en aval de Paris, qui recevaient toutes les déjections de la ville, des hôpitaux, etc. Parce que tout se jetait dedans. Il faut voir qu'avant les systèmes modernes des égouts de Paris, développés à l'initiative du préfet Haussmann, toutes les eaux sales de la ville partaient dans la rivière dans Paris. L'indisposition bien connue des voyageurs, qu'on appelle la tourista, fut longtemps la malédiction des Parisiens. De son côté, la fontaine devient de plus en plus un ouvrage monumental qui sert d'ornement dans la ville. Elle incarne un discours, s'inscrit dans une dynamique de spectacle urbain, comme ici la fontaine des 4 saisons, construite en 1745 par Edmé Bouchardon en l'honneur du roi Louis XV. L'édifice a coûté une fortune pour l'époque et lui valut les railleries de Diderot, qui se moqua qu'un tel gigantisme ne puisse produire qu'un mince filet d'eau. Paris est donc alimenté péniblement. En fait, il faut voir que Paris a toujours manqué d'eau. Les Parisiens ont toujours eu soif. Il y a toujours eu, dans ce qu'on appelle les anciennes eaux, des débits très faibles. Donc le début, ce qu'on appelle des eaux nouvelles, qui ont amené enfin une quantité d'eau appréciable à la ville de Paris, ce sont les travaux de construction du canal de l'Ourcq et du bassin de la Villette. Le canal de l'Ourcq n'est pas seulement un canal navigable, mais c'est aussi surtout un aqueduc. Et le bassin de la Villette est un grand réservoir d'eau qui a pu alimenter tout un tas de fontaines. Et c'est seulement à partir de cette époque que Paris a un peu cessé de mourir de soif. Au début du XIXe siècle, Napoléon entreprend d'aménager la ville. Il lance en 1802 la création des canaux parisiens. Il fait acheminer l'eau de la Beuvronne dans un grand bassin à la Villette qui est rempli d'eau pour la première fois en 1808. Puis, dès les années 20, le canal de l'Ourcq est prolongé, offrant désormais un débit d'eau suffisant pour permettre la navigation jusque dans le bassin. Dès lors, la ressource en eau potable n'est plus un problème. La fontaine prend alors un tour ornemental qui témoigne d'un certain luxe social assez nouveau et traduit la volonté d'embellissement et d'aménagement de la ville. Premier exemple, la fontaine Palmier qui date de 1808. Avec cette fontaine du Palmier, on a vraiment un panorama assez large de ce que pouvait être l'articulation du politique et de la question de l'embellissement de Paris, puisque ça commence par une commémoration des victoires de Napoléon, et puis ça se traduit avec la création des théâtres autour, avec l'urbanisme et bien sûr la rue de Rivoli, etc. Ça se traduit par une volonté d'ordonner, là aussi, la ville autour d'un paysage de fontaine, paysage aquatique, à la fois repos, source d'influence de la nature sur les comportements urbains et manière aussi de montrer le pouvoir des édiles, qu'il soit le gouvernement ou que ce soit les édiles de Paris, de pourvoir leur population en eau et en éléments de santé. La cité Trévise, dans l'actuel 9e arrondissement, date de 1840 et fait partie de ces travaux d'embellissement de Paris. C'est une cité privée de logements de luxe destinée aux élites de la monarchie de Juillet, puis à celle de la Seconde République. Les appartements sont pourvus en gaz et en eau courante. Au centre de la cité, une fontaine est installée comme pur agrément. On en vante le charme visuel et le plaisir sonore pour attirer les acheteurs. La célèbre fontaine Saint-Michel est érigée en 1860.
L'eau n'y est plus qu'un prétexte au spectacle, ici religieux, biblique. Il était initialement prévu d'installer sur la place une énorme statue de Napoléon Ier, ce qui fut abandonné au profit d'un Saint-Michel terrassant le dragon, soit la lutte du bien contre le mal. La fontaine est adossée à un mur, de surcroît tourné vers le nord, c'est-à-dire à l'ombre. Gabriel Daviou, son architecte, semble avoir utilisé la polychromie pour contrer l'éclairage ingrat dont souffrait l'emplacement. Cette polychromie frappe les esprits de l'époque en tant que rupture avec l'esprit classique de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire la blancheur du marbre poli et lisse. Or, il est cocasse de savoir aujourd'hui que la blancheur du statuaire grec antique est une pure invention. Les sculptures étaient en réalité peintes de couleurs vives qui n'ont pas résisté au temps. L'embellissement et l'aménagement moderne de Paris se poursuit avec l'entrée en scène des grands travaux des deux Eugène, Haussmann et son ingénieur Belgrand, à partir de 1853, qui vont apporter une eau potable de bonne qualité en abondance aux Parisiens en allant capter des sources loin de Paris, vers Sens, Fontainebleau, Dreux, Provins, qui alimentent de grands réservoirs d'eau potable à Ménilmontant, Montsouris, Saint-Cloud. Et c'est toujours sur ce système développé au XIXe siècle que Paris est aujourd'hui alimenté. Donc cette eau de source, elle est complétée par de l'eau de rivière, purifiée, potabilisée. Et aujourd'hui encore, on a à Paris une eau d'excellente qualité grâce à ces travaux initiés par le préfet Haussmann. L'eau coule à flot désormais dans Paris. Et le bassin de la Villette, à l'origine lieu de villégiature, va rapidement se transformer en port commercial d'importance. L'urbanisme accompagne l'industrialisation. Rive gauche, on entreprend à cette époque l'édification d'une fontaine dédiée aux 4 parties du monde, dite de l'Observatoire, dont elle occupe le jardin et auquel elle se réfère. Conçue par Gabriel Daviou, elle réunit plusieurs artistes à sa réalisation. Jean-Baptiste Carpeaux pour la partie centrale, 4 femmes qui soutiennent le globe, ornées de la ceinture du zodiaque, réalisée par Eugène Legrain. Emmanuel Frémier a réalisé les chevaux, les tortues et les poissons. Louis Vuillemot s'est occupé de la frise et des guirlandes du piédestal. Alors la fontaine de l'Observatoire est tout à fait frappante. Alors elle fait partie de ces fontaines, il y en a d'autres qui fonctionnent sur un principe d'analogie entre le microcosme et le macrocosme, entre l'humain et le cosmos. C'est-à-dire que ces femmes, allégoriquement, symbolisent les parties du monde, les continents, qui soutiennent la Terre. Carpeaux avait d'abord une première idée qui était de représenter les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Et ça faisait une croix finalement. Et Carpeaux, qui est quand même l'homme de la danse, a compris que cette disposition n'était pas dans l'esprit des fontaines finalement. Et c'est pour ça qu'il a eu l'idée de substituer aux 4 points cardinaux ces femmes dansant. Je me souviens que Jules Claretti, un critique de l'époque, a parlé de femmes fauves, de femmes hurlantes, de femmes laides, etc., parce que cette espèce de réalisme de Carpeaux choquait. L'Afrique porte encore les fers de l'esclavage à son pied. Même si la seconde entrave est brisée, l'Amérique piétine la chaîne et semble garder le continent africain sous son joug. Quand on regarde cette fontaine, on est frappé par le motif ascensionnel. Il faut comprendre qu'une fontaine, elle se définit par un ruissellement, c'est-à-dire de bas en haut.
La fontaine, elle est étagée, c'est-à-dire elle crée un mouvement d'ascension propre à l'architecture. Et donc ces deux mouvements contradictoires, avec le rideau d'eau qui va finalement englober tout ça. Donc voilà, c'est cette opposition, cette dialectique très complexe entre le cheval qui jaillit et puis l'eau qui retombe. Et cette harmonie, en fait, qui en fait un cycle de vie absolument sans fin. Mais le vertige ascensionnel d'une ville richement nourrie d'eau de source est mis en berne lors du conflit entre la France et la Prusse, qui conduit au siège de Paris en octobre 1870. Lors des combats, de nombreux aqueducs sont détruits, privant d'eau la population. Dans ce contexte, un riche héritier anglais installé à Paris, le philanthrope Richard Wallace, dessine un modèle de fontaine dont il finance la reproduction et l'installation dans les rues. C'est la fameuse fontaine Wallace, avec ses 4 cariatides, qui, à partir de 1872, va fleurir sur les places parisiennes et devenir une icône de la ville. Richard Wallace était à la fois un philanthrope mais un esthète, une personne très intéressée par les questions patrimoniales, et il voulait léguer à la ville de Paris un véritable patrimoine, et un patrimoine qui incarne l'eau, à la fois l'eau douce et l'eau marine. C'est pour ça que sur les fontaines Wallace, on retrouve des dauphins, on retrouve des tridents. Et en fait, ces fontaines devaient incarner des valeurs très fortes pour Richard Wallace: la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété. Et l'idée, c'était que les Parisiens se retrouvent autour de ces fontaines et qu'à travers les fontaines et les cariatides, ils aient eux-mêmes envie de partager ensemble, d'être sobres en consommant plutôt de l'eau du robinet et d'être généreux entre eux. C'était aussi un geste de générosité vis-à-vis de la ville de Paris plus globalement, en donnant de l'eau potable accessible et gratuitement à tout le monde dans la ville. Et il a pensé cette fontaine en imaginant qu'elle ne soit utilisée que par les Parisiens et les Parisiennes sous forme de boisson. Et c'est pour ça, par exemple, que nous avons les 4 cariatides. L'espace entre chacune des cariatides est conçu pour qu'une tête de cheval, par exemple, ne puisse pas passer pour s'abreuver. De la même manière, ces cariatides, qui constituent à la fois un moyen de mettre 4 personnes autour de cette fontaine et d'en faire un lieu de convivialité, eh bien, permettent d'éviter que d'autres personnes viennent se servir à la fontaine pour d'autres usages que celui de la boisson. Autrement dit, il invente la première fontaine à boire. Dès le début, en fait, les fontaines Wallace ont été installées sur le réseau d'eau potable parisien. Donc elles étaient alimentées par le réseau d'eau potable. Les premières ont été installées plutôt, à l'exception de celle de Belleville, dans le sud de Paris. Pourquoi? Parce que ça correspondait au moment où on a développé le nouveau réseau d'eau parisien, en allant chercher des eaux lointaines, notamment celles qui venaient de la région de Sens et celles qui venaient de la région de Fontainebleau et qu'on retrouve d'ailleurs sous nos pieds dans le réservoir de Montsouris. Et donc on les a implantées là, ce qui fait qu'elles étaient alimentées directement par les eaux de source qui à l'époque ne subissaient aucun traitement. Aujourd'hui, 106 fontaines Wallace à Paris. Nous avons 4 modèles. Le plus connu, c'est celui des cariatides. Mais nous avons à côté des fontaines à colonnettes. Il y en a 2 dans Paris. On peut en voir une notamment au débouché du pont Mirabeau, dans le 16e arrondissement. Et puis, il y a une fontaine à applique. Elle est quasiment unique à Paris. Elle est à Geoffroy-Saint-Hilaire sur le mur du Jardin des Plantes. Aujourd'hui, elle n'est pas en fonctionnement puisqu'on est en train de procéder à des travaux de réparation. Mais cette fontaine était conçue comme une vasque pour permettre à plus de monde de venir boire. Et on était à proximité d'un hôpital. Donc l'idée, c'était que les gens pouvaient venir profiter de cette eau quand ils sortaient de l'hôpital ou avant d'y rentrer. Et puis on a des petites fontaines bornes qu'on retrouve dans les jardins parisiens. Alors depuis, la ville de Paris a développé ses propres modèles, donc on n'en a que quelques-unes qui subsistent de ces principes de fontaine borne avec bouton poussoir.
Alors, ces fontaines qui constituaient vraiment une innovation à la fin du 19e siècle se sont au fil du temps transformées en un élément du patrimoine parisien et ont perdu cette dimension d'eau de boisson. La preuve en est, c'est que dans les enquêtes que nous avons pu faire, seulement 16% des usagers en fait, de l'espace public reconnaissaient aller boire aux fontaines parce que spontanément pour eux, ce n'était pas de l'eau à boire, mais c'était un patrimoine et un monument historique. Et nous avons donc un véritable enjeu à faire revenir les Parisiens vers ces fontaines Wallace et à leur refaire découvrir la qualité de cette eau et le fait qu'ils puissent la boire partout. On en a quand même 106 dans Paris sur les 230 qui sont directement sur l'espace public parisien. C'est une véritable opportunité dans nos parcours, qu'on soit jogger, marcheur, promeneur, qu'on soit avec des enfants. Dès lors qu'on déambule dans la ville, pouvoir s'arrêter à un certain nombre de fontaines comme celle qui est en bas par exemple, eh bien c'est une véritable chance. Haute-Paris et la ville de Paris ont choisi de donner une nouvelle place aux fontaines Wallace, de les réinstaller dans l'univers parisien en leur donnant une modernité qu'elles avaient quand Richard Wallace a créé la première fontaine à boire. Cette modernité, elle va s'inscrire comment? Eh bien d'abord, dans une ville durable, l'écoulement de l'eau, c'est quand même un problème parce que ça veut dire que c'est de l'eau qui est potentiellement gâchée. Donc on installe sur des prototypes actuellement des boutons poussoirs pour permettre de commander la quantité d'eau dont on a besoin. Et dans le même temps, dans une ville qui a à subir les changements climatiques, le rafraîchissement est un élément clé. Et pour rafraîchir, rien de mieux, notamment que des brumisations à basse pression. Et donc c'est ce que nous allons installer en corolle sur les fontaines, avec le souci permanent de garder en fait ce patrimoine, de ne surtout pas le modifier, donc de l'habiller pour que les éléments viennent s'intégrer dedans. Le circuit d'une fontaine Wallace, il est constitué, vous le voyez ici, donc l'alimentation qui provient du réseau par en dessous. Ensuite, vous avez le compteur ici qui permet de compter les volumes qui passent à travers cette fontaine Wallace. Derrière le compteur, ici, vous avez donc le circuit d'alimentation en eau qui est en dérivation ici sur deux circuits. Vous avez le premier qui est le circuit de la fontaine à boire qui monte dans une des cariatides, qui monte à l'intérieur, qui passe dans le dôme ici, qui retombe ici dans un jet qui est au centre. Puis vous avez le deuxième circuit qui passe dans une autre cariatide, qui remonte dans le dôme toujours, et qui vient alimenter ces buses ici. Ici, elles sont en prototype, donc elles sont relativement visibles. Et on travaille donc pour intégrer ça le plus harmonieusement et le rendre le plus discret possible. Vous avez évidemment l'évacuation qui passe au centre, qui permet de récupérer toute l'eau. Haute-Paris réalise des contrôles qualité périodiques et réguliers sur les fontaines Wallace, pas que. Donc on a un laboratoire en interne qui surveille la qualité d'eau et qui nous alerte en cas de dépassement des paramètres qualité. Pour rassurer les Parisiens, on a, notamment sur les fontaines Wallace, mais pas que, on a ajouté effectivement la minéralisation de l'eau. Donc vous avez tout autour de la fontaine, vous avez des plaques, donc la potabilité, la minéralisation, la provenance de l'eau également. Voilà, pour toujours rassurer, dire que c'est une eau qui est potable, qui est une eau bonne à boire. Et en même temps, voilà, on a les indications sur les paramètres qualité qui est l'eau qui est desservie à travers la fontaine. Donc il y a un contrôle qualité qui est fait à la fois sur la partie fontaine à boire et aussi sur la brumisation pour s'assurer qu'on n'a pas de risque de légionnelle dessus. Donc voilà, le contrôle qualité est fait sur ces deux aspects-là. La fontaine Wallace est créée avec un moule et avec un certain nombre de pièces qui viennent se constituer. Elle est en 3 parties, le socle, les cariatides et le dôme. Le modèle a été conçu par Le Bourg avec une fonderie qui se
situe dans la région de Metz. Cette fonderie existe toujours, c'est elle qui a les moules et c'est elle qui continue à fabriquer les fontaines. Classiquement, la fontaine Wallace, elle est dans la couleur des monuments verts parisiens, les fameuses colonnes Maurice par exemple, ou les bancs parisiens. Pour autant, il y a eu quelques expériences et 3 fontaines ont été implantées de couleurs différentes. Donc on en a une rose qui est située rue Neuve-Tolbiac, on en a une jaune qui est située au pied des Grands Moulins et puis on en a une rouge qui est située sur l'avenue d'Ivry. Et puis après, bien, ça a donné des idées. On en a une qui n'est pas très loin d'ici notamment, qui est bleue. Et puis on en a de mémoire une violette également dans l'Est parisien. Ce sont des symboles en fait pour montrer que la fontaine peut s'intégrer autrement dans la ville. Et on a pu identifier à travers ça que si on avait une signalétique un peu différente de nos fontaines, on pourrait faire venir les Parisiens vers elles. Et c'est donc tout l'enjeu qu'on est en train de développer aujourd'hui avec la municipalité parisienne, de rendre ces fontaines beaucoup plus visibles et d'inviter le public à suivre quelque part un pas à pas qui les amènera vers ces fontaines où ils pourront consommer la bonne eau de Paris. L'innovation est devenue le maître mot de la distribution de l'eau à Paris. Rien n'est trop compliqué pour les fontaines, jusqu'à proposer de l'eau gazeuse dans le parc Montsouris. La fontaine pétillante du parc Montsouris, qu'est-ce que c'est? C'est un local technique qui fait de l'ordre de 5 mètres carrés, dans lequel vous avez un gros froid qui permet de refroidir l'eau, sur lequel on ajoute du gaz carbonique pour pouvoir faire le mélange. Et vous avez de chaque côté de l'édicule, vous avez 2 tableaux de distribution qui permettent de délivrer de l'eau à la demande. Vous avez des boutons de commande. Voilà. Avec la modernité industrielle, boire de l'eau de bonne qualité est devenu banal à Paris. Le réseau, hérité des grands travaux du 19e siècle, est toujours en fonction aujourd'hui. Il a même été renforcé et sécurisé. Alors, le réservoir de Montsouris, c'est le 2e réservoir qui a été construit dans le cadre du projet d'alimentation en eau de Paris qui était porté à l'époque par le préfet Haussmann et par l'ingénieur qui était responsable du premier service public de l'eau parisien, Eugène Belgrand. Ce réservoir, il a été construit en même temps que la dérivation des sources de la Vanne jusqu'à Paris, c'est-à-dire entre 1869 et 1874. C'est un réservoir qui a une capacité de 202 000 m3 d'eau. Le réservoir est en 2 niveaux. On a un niveau inférieur, là on est sur le niveau supérieur. Les eaux arrivent aujourd'hui non plus de l'aqueduc de la Vanne, puisque les eaux de la Vanne, ayant subi des pollutions à travers le temps, et notamment des pesticides, sont traitées désormais à l'Haye-les-Roses, donc en amont de Paris, où elles vont rejoindre les eaux de la Seine qui sont traitées à Orly. Et donc arrivent ici désormais que les eaux du Loing, qui sont la réunion en fait de 3 aqueducs, le Loing, la région de Nemours, le Lunin, pas très loin de Nemours également, sur la région de Gretz notamment. Et puis pour finir, les eaux de la région de Provins, qui sont réunies ensemble en forêt de Fontainebleau, qui ont été traitées en amont, qui arrivés à Paris ont un traitement aux ultraviolets et ensuite arrivent directement de la porte d'Arcueil jusqu'ici au réservoir de Montsouris pour se déverser à travers des bâches dans le réservoir à 2 niveaux. Donc elles vont passer du réservoir supérieur au réservoir inférieur. Ce qui nous garantit en fait une alimentation continue sur Paris, très diversifiée, avec la possibilité éventuellement de venir en secours de nos autres acteurs des territoires alentours. Si nous avions une pollution, par exemple, de la Seine, eh bien l'usine d'Orly bénéficie d'une réserve d'eau brute
de 300 000 m3 et elle peut s'isoler de la Seine et donc continuer à produire pendant 2 jours, par exemple, en moyenne de production. Par ailleurs, il faut avoir quelques idées des grands chiffres de l'alimentation en Haute-Paris. On est aujourd'hui autour de 500 000 m3 consommés par jour, hein. Donc 500 millions de litres qui sont consommés par jour par les Parisiennes et les Parisiens. On a une capacité de production qui est de plus du double. Ça veut dire que cette capacité, elle nous permet notamment de conduire des grands travaux. On met nos aqueducs en arrêt pour les réviser avec un plan d'investissement très important. On a aujourd'hui des travaux sur notre usine d'Orly qui sont en train de s'achever. On va bientôt intervenir sur des travaux sur l'usine de Joinville. Et donc, la capacité que nous avons nous permet d'enchaîner les différents travaux et de maintenir notre patrimoine en fait, industriel à un très haut niveau d'efficacité. Le système parisien est très sécure. Il fonctionne à plusieurs niveaux, donc les 5 vecteurs d'alimentation dont on parlait. Bien entendu, notre contrôle qualité, mais nous avons, en cas de crise majeure, dans Paris, développé avec la préfecture et la ville de Paris 5 points d'eau qui sont des points d'eau qui vont capter dans une nappe souterraine profonde, qui est une nappe qui a des milliers d'années. Cette nappe, elle a la caractéristique d'être complètement protégée de toute pollution. Donc nous avons équipé ces points d'eau, en fait, ces points de prélèvement de fontaines pour permettre de mobiliser très vite cette eau s'il y avait une crise majeure. Dans ce cas, Haute-Paris ne serait plus le gestionnaire, on mettrait à disposition, on accompagnerait l'État et la ville de Paris dans la distribution de cette eau aux Parisiennes et aux Parisiens. C'est donc une sécurité supplémentaire pour Paris, mais également pour les territoires alentours. Haute-Paris est une entreprise publique de la ville de Paris. La ville de Paris a choisi de la créer en janvier 2010 pour reprendre la gestion de l'ensemble du système parisien d'alimentation en eau. On est ce qu'on appelle un opérateur intégré. Ça veut dire qu'on prélève de l'eau dans le milieu naturel, sur les sources ou au pied des usines de traitement. On va l'acheminer dans des aqueducs ou dans des canalisations. On va la contrôler en termes de qualité sur tout son transport. On fera d'ailleurs des analyses en plus du contrôle en continu qu'on peut faire. On va ensuite la stocker dans les réservoirs et on va la distribuer à travers plus de 2000 km de canalisation sous nos pieds à Paris. Et ensuite, eh bien, on va gérer notre relation avec les clients parisiens. Alors, on a une spécificité à Paris, c'est que les clients parisiens ne sont pas forcément les Parisiens eux-mêmes, puisque nous avons que 80 000 abonnés. Ce sont les gestionnaires des immeubles parisiens et ensuite eux-mêmes vont refacturer aux Parisiens la consommation d'eau. On a 60 métiers à Paris. À Haute-Paris, on fait aussi bien de la maîtrise d'œuvre d'ingénierie. Nous concevons nos usines de traitement, nous faisons des programmes de recherche parce que nous avons le premier laboratoire qualité et recherche publique en France. Nous sommes d'ailleurs un laboratoire qui est utilisé par le ministère de la Santé au titre de biotox lorsqu'il y a des détections de pollution ou des risques de pollution. Eh bien, on fait appel à Haute-Paris pour qu'on fasse nos propres analyses. On a notre propre poste de contrôle de l'ensemble du système parisien, le centre de contrôle commande, qui va coordonner les eaux souterraines, les eaux de surface, la distribution dans Paris. L'idée est qu'on garantisse toujours la même pression aux Parisiens. On leur doit 25 mètres, la hauteur d'un immeuble haussmannien, au pied de leur rue, et qu'on puisse garantir la qualité en continu. Tout cela sans avoir de rupture d'alimentation pour les Parisiens. La municipalité parisienne a engagé un plan climat, s'est engagée dans la ville durable. Haute-Paris est un acteur de l'ensemble de ces plans. Vous le voyez autour de nous, on a une gestion différenciée des espaces. On va préserver la faune, la flore.
On va travailler avec les agriculteurs sur les aires d'alimentation des captages pour pouvoir avoir une eau et une agriculture durable en réduisant les intrants, en aidant les agriculteurs à avoir des approches agricoles différentes. Tout cela est pris en charge et Comau de Paris est un opérateur public et un opérateur de la transition écologique qui va toujours plus loin. Toujours dans la même logique, l'eau dont nous héritons aujourd'hui, les patrimoines dont nous héritons, eh bien l'ensemble, nous devons le léguer aux générations futures dans un état amélioré par rapport à ce que nous avons pu avoir nous-mêmes, c'est-à-dire en ayant été en capacité de traiter les questions de pollution et en ne rajoutant pas de nouvelles difficultés, de nouvelles pollutions sur ce qui existe aujourd'hui. En tant qu'entreprise publique et dans le cadre aussi de la politique que la municipalité parisienne met en œuvre, nous avons une véritable démarche territoriale. On est présent sur 5 régions, sur 12 départements, sur plus de 300 communes. Notre enjeu à travers cette présence, c'est d'accompagner ces communes et de nous inscrire dans un vrai partenariat. Il y a bien entendu les actions agricoles, c'est important d'accompagner les agriculteurs et de le faire avec les collectivités locales, mais de la même manière, nous sommes en écoute des territoires et par exemple, quand vous avez des phénomènes de sécheresse qui se développent, elles peuvent venir directement impacter les besoins locaux avec des niveaux de rivières qui baissent ou avec des niveaux de sources qui baissent. Eh bien, systématiquement, nous anticipons ces situations en reversant dans le milieu naturel les sources que nous pouvons capter plutôt que de les prélever et de les amener jusqu'à Paris. L'enjeu, c'est vraiment d'être à l'écoute et en solidarité pleine et entière avec les territoires. De nos jours, si l'approvisionnement en eau potable n'est plus un problème dans les métropoles techniquement avancées, il s'agit d'en préserver la ressource, ce qui demeure un enjeu sociopolitique important. De fait, le liquide vital est mis en valeur, magnifié à travers des ouvrages à l'esthétique prononcée, comme ici sur le parvis de la Défense, centre économique majeur situé près de Paris. L'élément eau s'inscrit dans une perspective urbaine qui affirme une certaine qualité de vie. Les fontaines peuvent également se placer comme un marqueur important de l'identité culturelle du pays. Et nos fameuses fontaines Wallace en sont le parfait exemple. Présentes en Israël, au Mozambique et même aux États-Unis, elles font rayonner Paris et la France à travers le monde. Fruit de la nécessité sanitaire, elles sont devenues l'icône de la ville et s'inscrivent dans la culture populaire au même titre que l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel par exemple. Ainsi, au cours des siècles, la perception du rôle de la fontaine n'a cessé d'évoluer. À l'origine distributrice des bienfaits de l'eau, bassin de vie pour irriguer les cultures et étancher la soif, la fontaine est devenue jeu d'eau, spectacle, figure de la vie moderne et symbole de son confort. En effet, qu'elle soit monumentale au milieu d'une place ou minuscule au détour d'une ruelle, elle demeure aujourd'hui un emblème incontournable de notre histoire et de celle de Paris. Les fontaines parisiennes, et notamment plus sur les fontaines ornementales que sur les fontaines à boire, portent le Fluctuat nec mergitur, autrement dit la devise de la ville de Paris, flotte mais ne coule pas. C'est une référence directe à ce qu'était Paris et ce qu'était Lutèce en d'autres périodes, très orientée autour du fleuve et très orientée sur la fonction des marchands qui vivaient autour du fleuve et qui utilisaient le fleuve pour faire venir les marchandises. Ça reste une devise extrêmement forte
y compris pour le public parisien, parce que ça ancre tout ce qu'est Paris. Autrement dit, une ville qui va surnager et qui va aller toujours de l'avant, comme l'est le mouvement finalement de la Seine. On va de l'amont à l'aval, et bien Paris se modernise. Paris est désormais une ville durable qui pense aux générations futures et qui s'inscrit en fait dans un mouvement pour ces générations futures.